Alors, on arrive au terme de cette première séquence et on va passer à la deuxième séquence qui est la table ronde. En fait, on comprend bien que c'est un bouleversement, qu'il va très vite, dans un quotidien qui lui-même va très vite. Mais pour pouvoir appréhender l'IA, il va falloir se former. Et donc, on a choisi d'ouvrir cette table ronde sur la formation et l'IA. Alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Emmanuel Poteau de Calligramme, Marine Humé de l'ASDAS, Florine Dupont de Adrénaline et Christophe Petit de chez Rouge Gorge. Oui, on essaye de faire la parité. Ça serait parti. Alors là, on va aborder la conception de la formation. Et justement, on a la chance d'avoir Emmanuel Poteau qui disait à juste titre qu'en fait, au niveau national, l'IA est un petit peu en retard vis-à-vis des autres pays. Et comment la formation peut nous rendre compétitifs sur ce domaine. Je pense qu'il y a déjà un enjeu pour les entreprises qui est de passer ce cap-là, puisqu'effectivement, ce n'est pas parce que vous ne vous formez pas ou que vous ne vous sensibilisez pas que le concurrent ne le fait pas. Donc la formation est importante puisqu'il faut démystifier quand même un petit peu ces outils. On l'a vu dans la conférence juste avant. Il y a beaucoup de craintes, que ce soit technologiques, de remplacement de personnel ou même, je dirais, par rapport à la légalité de certaines informations. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché ouvert et que si votre structure ne se forme pas, ne l'apprend pas correctement, bien d'autres le feront peut-être à votre place et iront chercher des parts de marché plus vite que vous ne le pensez. Et ce classement, en fait, quand vous dites que l'IA est un enjeu national, quelles sont les démarches que l'État va mettre en place pour essayer de rattraper ce retard? Alors Madame Humez pourra en parler juste à côté de moi, puisqu'effectivement l'État avait débloqué une enveloppe qui s'appelait le FNE Formation, qui revenait à 250-300 millions d'euros. Alors sur le papier ça paraît énorme, mais c'est à l'échelle nationale et ça ne couvrait pas que l'intelligence artificielle, ça couvrait aussi la transition numérique, transition écologique et la préparation des Jeux Olympiques. Donc si vous voulez, cette enveloppe-là, elle est vite absorbée. Par exemple, LinkedIn a fait une étude qui est parue au mois de novembre 2023 et où on plaçait la France à la 22e place sur 23, sachant que le top 3 c'était la Finlande, l'Irlande et Singapour il me semble. Donc ça montre bien déjà le retard qu'on a pris nous parce qu'on se pose beaucoup de questions en France. Oui, la Finlande premier au niveau du pays où il faut bon vivre. Oui. Dans le top 3 au niveau de l'intelligence artificielle, à mon avis, il y a quelque chose à faire en termes d'inspiration. En tant que concepteur de formation, votre difficulté, c'est de prendre en compte les échelles du temps. En fait, l'innovation va très vite et concevoir une formation, ou même au niveau universitaire, enseignement supérieur, on est sur des échelles du temps qui sont complètement différentes. Alors, comment vous relevez le défi ? On fait une veille et puis on essaie de sensibiliser au maximum nos clients par rapport à l'importance de l'enjeu. Maintenant, on ne peut pas bouger l'administration comme on le voudrait. Il faut savoir que, par exemple, quand vous proposez une certification au répertoire national, des certifications professionnelles qui régissent, par exemple, le CPF, la moyenne, elle est de 7 mois. En 7 mois, en intelligence artificielle, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que le temps que vous allez formaliser un peu cet aspect de certification, en attendant, les outils ont déjà beaucoup évolué et ce que vous avez proposé n'est peut-être déjà plus valable. Donc nous, ce qu'on fait, c'est une veille qui est pas loin d'être frénétique. Certains formateurs ont peut-être même tendance à vous dire que ça les fatigue un peu parce que il y a des jours où on a des formations. Le matin même, on découvre qu'une nouvelle mise à jour est arrivée, que l'outil propose quelque chose. À nous d'être agiles là-dessus et de trouver en tout cas une opportunité d'usage aussi pour les clients dans leur process d'entreprise. Oui, vous parlez d'usage et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA en général sur les aspects techniques. Vous souhaitez mettre en valeur les usages plutôt que les outils. Et mettre en valeur les usages, c'est
c'est accélérer la capacité d'appropriation d'une technologie. Donc comment vous procédez justement sur la mise en valeur des usages? On va essayer de convaincre les structures par des cas concrets. En fait, c'est la meilleure solution. En fait, on essaye, alors je dirais de façon globale, on a toujours eu l'idée d'amener plutôt des solutions clés en main qui soient reproduisibles au sein de la structure. On n'est pas là pour faire une démo technique, bien évidemment, on peut vous montrer plein de choses qui sont bluffantes, mais il y a un moment, la question est de savoir si ce qu'on vous propose correspond à votre problématique et va vous permettre d'augmenter votre productivité. La méthodologie, c'est une problématique interne. Je donne toujours l'exemple où vous allez chez Noroto, quand on vous dit on vous change les pneus en 1 heure, que le mec le fasse avec une clé à la main ou qu'il le fasse avec une visseuse dévisseuse automatique, ça ne vous concerne pas. La réalité, c'est de savoir si en 1 heure il a changé votre pneumatique. Bien, l'intelligence artificielle, elle a cet impact-là. La finalité, par rapport à votre client, c'est vous qui la délivrez. La méthodologie, c'est la vôtre. Par contre, effectivement, à nous de guider les structures sur les bons outils, de faire cette veille-là, puisqu'on sait que, pareil, on parlait du temps administratif, le temps de l'entreprise est aussi très différent. Et le temps d'intégrer un processus, il est parfois un peu long. Donc, à nous aussi de proposer des fils conducteurs qui soient réplicables assez facilement. Merci beaucoup, Emmanuel. Là, il s'agit d'aborder le financement. Je laisse ma collègue Coraline. Alors, c'est pas que le financement, et je vais bouger du coup parce que je vais venir près de toi, Marilyn. Les sous, mais c'est pas que les sous. On en a parlé en préparant. C'est tout l'accompagnement des formations. Je voulais savoir, en tant qu'accompagnateur à l'AFDAS, comment on donne accès aux formations, comment on les accompagne, comment on sensibilise les entreprises ou les structures. Alors peut-être replacer, effectivement, on a ce qu'on appelle un opérateur de compétences. Un opérateur de compétences, c'est quoi? On est l'AFDAS en fait aujourd'hui. On collecte voilà tout ce qui va être l'argent de la formation, pour résumer de façon très 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 triviale. Et le but du jeu, c'est quand même d'avoir un retour sur investissement, justement, soit en vous formant, soit en accompagnant en fait le développement en fait de vos entreprises. Donc l'idée, c'est comme une mutuelle, vous donnez un peu et on récupère à partir du moment où vous considérez comme la formation comme un réel investissement en termes de développement des compétences de vos entreprises. Alors effectivement, par rapport à l'IA, entre autres, c'est des grosses mutations qu'on peut constater au niveau de nos entreprises. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on parle de communication, mais nous, globalement, on est l'opérateur technique aussi de la branche de la publicité, en l'occurrence. Et effectivement, une offre en fait en 5 piliers. Alors, on a l'accompagnement, le recrutement en fait aussi au niveau de l'alternance, qui a connu le gros boom, que ce soit les contrats d'apprentissage, que ce soit les contrats de professionnalisation ou même la ProA pour les salariés qui sont en poste en CDI, qui voudraient en fait évoluer, passer une nouvelle certification, t'en parlais. C'est des choses en fait qu'on voit qui évoluent de plus en plus, bien évidemment. On a une offre aussi, le développement des compétences en fait de vos salariés en poste. Évidemment, on a parlé en fait d'un grand boom, de beaucoup d'évolutions, etc. Et bien effectivement, vous avez besoin de vous former et on est là en fait pour vous accompagner dans détecter en fait quelle typologie de formation, quelle thématique et trouver en fait aussi le meilleur financement qui est notre 3e pilier. Évidemment, vous nous connaissez peut-être souvent pour les financements, mais c'est pas que ça effectivement. Notre 4e pilier, c'est mettre en œuvre en fait aussi des formations et des accompagnements sur mesure, que ce soit en fait au niveau de notre entreprise, mais au niveau des salariés. Je vais le détailler un petit peu après et impulser effectivement une démarche responsable en fait pour vos entreprises en termes d'évolution et d'accompagnement en fait de vos autres entreprises. C'est l'idée notamment en fait d'avoir un regard extérieur, d'avoir en fait un certain nombre de consultants qu'on référence, qu'on accompagne en fait à ce niveau-là, qui puissent en tout cas venir avec leur lorgnette, passer du temps en fait dans votre entreprise et vous accompagner en fait dans votre démarche. Vous n'êtes pas seul en fait à ce niveau-là. On a toute une démarche, on diagnostique, on accompagne, on étudie et à la fin effectivement on a ce qu'on appelle en fait des plans d'action qui peuvent vous aider à agir. Et spécifiquement en fait dans les métiers de la publicité, on a aussi en fait on parle d'évolution en fait des métiers. On a aussi ce qu'on appelle un accompagnement conseil carrière, qui est une des particularités, parce qu'on a un OPCO aussi qui accompagne l'individu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les opérateurs de compétences. Historiquement, on accompagne les intermittents du spectacle, on accompagne les journalistes pigistes, etc., etc. Et effectivement, pour les salariés en fait de la publicité, quand il y a des questions qui se posent en fait en termes d'orientation, en termes de trajectoire, on a aussi une méthodologie spécifique
à l'initiative en fait du salarié qui peut de façon on va dire anonyme s'il veut pas en parler à son entreprise etc. nous solliciter pour qu'on fasse un diagnostic de sa carrière et on l'accompagne jusqu'à voilà bilan de compétences ou des projets de reconversion, mais pas que, ça peut être aussi cette montée en compétences qui peut être voulue en fait par l'entreprise elle-même qui nous sollicite justement sur cette typologie d'accompagnement. Mon dernier point, effectivement, on parle d'IA. Au niveau de l'intelligence artificielle, juste pour info, quand même, dans les Hauts-de-France, parce qu'on est quand même une terre en fait importante de la communication, et vous en êtes tous un peu le reflet en fait aujourd'hui. Au niveau de l'alternance et de l'apprentissage, on est quand même au niveau de nos secteurs, on a 31 branches professionnelles, la pub est en 3e place quand même sur l'alternance, même s'il y a des évolutions en fait différenciantes selon en fait les entreprises. Sachez quand même que les premières thématiques de formation en alternance en fait dans les Hauts-de-France, c'est effectivement tout ce qui relève du marketing et de la communication. Donc voilà, c'est vraiment un sujet d'actualité et un sujet en fait pour lequel les Hauts-de-France jouent une part très importante. Et notamment, je voudrais y ajouter en fait aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en freelance ou consultants, etc. Pour lequel en fait, si demain vous voulez aussi travailler, développer en fait votre activité, vous pouvez tout simplement aussi embaucher en fait un alternant parce que d'autres l'ont fait. Un tiers en fait des entreprises en fait aujourd'hui sont ce qu'on appelle en fait des primo-employeurs, des gens en fait en freelance. Et c'est même encore plus fort dans la région. On est quasiment à 40% chez nous. Donc voilà, c'est des choses peut-être aussi en termes de perspective à envisager. Alors, on parle de l'IA évidemment, mais il y a plein d'autres enjeux. Comment vous priorisez vos enjeux de formation à l'AFDAS ? Alors les enjeux de formation, peut-être rappeler en fait qu'on est un opérateur technique. Donc je dirais on n'est pas à côté de la plaque dans le sens où les décisions que l'on prend, elles sont toujours en fait paritaires. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille, on est l'opérateur technique, on met en œuvre en fait ce qu'on appelle en fait des commissions de gestion en fait du conventionnel. On en a une spécifiquement en fait sur la publicité et c'est vrai qu'on est paritaire. Donc du coup, 50-50 représentants des salariés, 50-50 en fait représentants en fait des employeurs. Et les décisions qui sont prises, que ce soit en fait en termes de incitation, en fait en termes de financement, développer telle ou telle thématique, etc. À chaque fois, elles sont votées et logiquement, on n'est pas censé taper à côté, j'ai envie de dire, parce que c'est vous, en fait, tout simplement, et vos représentants qui décidez, en fait, quelle typologie de formation ou quel type d'accompagnement. Parler de l'accompagnement individuel en fait tout à l'heure, mais aussi l'accompagnement des entreprises, c'est décidé effectivement par vos partenaires sociaux. On a d'ailleurs la représentante des partenaires sociaux qui travaille en fait et qui est là aujourd'hui. Vous pourrez voir en fait sur notre stand. Mais voilà, le premier sujet effectivement, avant de se lancer dans tout ça, on a un travail aussi avec nos observatoires. On a des observatoires avec qui on travaille et on étudie et on évolue et on accompagne effectivement. On fait un certain nombre d'études, effectivement où on priorise en fait les enjeux. Et donc tous les enjeux, vous avez parlé en fait au niveau de l'IA, on travaille effectivement sur l'impact que ça a en fait sur les compétences, l'impact que ça a en fait sur les organisations en fait professionnelles et on met en place un certain nombre en fait de dispositifs. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je détaille, parce que je parle beaucoup. Non, je comprends bien que du coup, il y a une parité, que c'est pas au petit bonheur la chance, on se dit tiens, il y a une tendance qui émerge et on va la suivre. En revanche, pour l'IA, tu disais ça va très vite. Tous les intervenants le disent et on le vit. Comment entre effectivement le fait de décider et les enjeux qui vont vite, comment pas vous priorisez, mais comment on arrive à considérer ça comme une priorité alors que tout va très vite et que le temps d'écrire une formation, c'est déjà quasi obsolète. Alors c'est vrai que sur les grandes tendances en fait qui sont observées, on a effectivement des études en cours. On a travaillé sur ces évolutions stratégiques. Qu'est-ce qui impacte en fait les nouveaux modèles économiques en fait des entreprises? Quel est l'impact en fait sur les compétences? On a travaillé par exemple sur la gestion aussi des talents, qui sont en fait des impacts qui sont relevés en fait par la branche comme prioritaires. Par exemple en fait sur la gestion des talents, ça va être identifier les identités professionnelles pour faire face aux mutations technosociales. Ça va être en fait anticiper les besoins en formation et les évolutions des trajectoires professionnelles, assurer un accès égal et équitable aux opportunités en fait technologiques. Sur un autre enjeu, l'organisation du travail, comment en fait faire la part entre l'automatisation des tâches en fait et ce qui relève en fait aujourd'hui de nouvelles technologies. Engager le dialogue social. Un autre enjeu, et le dernier en fait, c'est vraiment tout ce qui va être autour du processus en fait créatif. On s'interroge beaucoup et effectivement, là je vous parle de la publicité, mais on a aussi en fait le spectre en fait de l'audiovisuel, on a le spectacle vivant, on a en fait tout ce qui est industrie culturelle en fait et créative. Il y a des choses en fait qui sont des passerelles effectivement entre les branches et tout ça, ces grandes tendances là
en fait, effectivement, on les étudie. Donc sur les grandes données, tendancielles, on met régulièrement en place en fait des appels d'offres en fait pour référencer en fait des formations préférentielles. Mais effectivement, des appels d'offres, ils ont un temps donné et elles sont renouvelées effectivement en permanence. Mais ce que je peux vous dire quand même au niveau des thématiques en fait de formation, il y a une vraie accélération. Tu parlais en fait du FNE formation, qui est effectivement en fait une subvention d'État, parce qu'on a un rôle en fait aussi en tant que financeur, aller chercher soit des subventions en fait en région, soit des subventions en fait au niveau national pour justement doper en fait ce qui va vite et notamment tout ce qui va être en fait au niveau des transitions en fait numériques, pour ne parler que de celle-là, parce qu'on parle aussi de transition écologique, etc. Et l'observation déjà en fait aujourd'hui, je peux vous dire en fait que sur l'IA, je cherche mon nom, c'est pas à cet endroit-là, mais je vais vous le dire en fait. Sur les 7 premières semaines depuis le 1er janvier en fait 2024, sur les 7 premières semaines, il y a eu 58% en fait de stagiaires qui représentaient en tout cas toute l'année 2023. Ça veut dire qu'effectivement, là, on multiplie en fait le nombre de thématiques d'accès, exactement, le nombre de thématiques d'accès. Et c'est vrai que sur l'ensemble en fait de nos secteurs, le premier qui en bénéficie en fait aujourd'hui, à plus de 50%, c'est clairement en fait la branche en fait de la publicité. Et pour moi, en fait, en tout cas, s'il y a peut-être une perspective aussi à avoir par rapport à ça, c'est vrai qu'on vous disiez en fait qu'on était en retard, etc., d'un point de vue technologique, etc. En tout cas, moi, de ce qu'on peut observer en fait sur les thématiques de formation, en tout cas aujourd'hui, dans nos secteurs, la publicité en fait et les métiers de la communication en fait en parallèle sont les premiers à en bénéficier. Et ça peut aussi, pour moi, en fait, générer aussi des opportunités demain en termes de formation, d'accompagnement, peut-être sur des marchés en fait autour d'autres secteurs professionnels. Je pense à l'audiovisuel, aux organismes de tourisme. Il y a Loca Explore aujourd'hui, les organismes de tourisme qu'on accompagne, qui sont les deuxièmes en fait aussi à être impactés sur ce type de sujet. Peut-être qu'il y a des marchés effectivement à travailler aussi, parce que j'ai envie de dire, vous êtes les premiers à vous former et à travailler en tout cas avec cette technologie en fait tous les jours. Donc il y a aussi des démarches en tout cas à peut-être envisager. Merci beaucoup Marilyn. Alors, on passe à la suite. Marilyn. Alors, on a vu la conception de la formation, le financement. Maintenant, il faut des personnes pour diffuser la formation. Et je m'adresse à Florine. Alors, on avait échangé auparavant, parce que vous savez, on les prépare, ces tables rondes. Vous m'aviez émis le retour, c'était les appréhensions des individus qui assistent à la formation par rapport à l'intelligence artificielle. Notamment la crainte de perdre leur travail. Alors, est-ce que vous pouvez développer ce point ? Ouais, complètement. C'est vrai que moi, du coup, quand je donne des formations, le premier truc que je commence par demander, est-ce que les stagiaires ont déjà utilisé l'IA ? Quel est leur ressenti finalement par rapport à cette utilisation ? Le premier truc qui ressort dans la grande majorité des cas, c'est en fait, j'ai commencé à utiliser et je me rends compte que mon métier, il va disparaître et du coup, mon poste, je vais être remplacé et du coup, c'est vraiment un point très important sur lequel, du coup, je commence en formation, c'est de débunker un peu cette idée-là. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, et je pense que les intervenants juste avant ont bien détaillé les choses là-dessus, mais il faut vraiment le voir comme un outil. Alors, l'interface est faite pour qu'on ait l'impression de parler à un humain, qu'on ait l'impression d'être en message privé avec un de nos amis sur WhatsApp, mais très clairement, c'est juste une série d'algorithmes que chaque mot de notre prompt va venir appeler. Et en fait, une fois qu'on a compris un petit peu comment l'outil fonctionne, on se rend compte que finalement, c'est comme l'appareil photo pour un photographe, Internet quand Internet est arrivé. C'est vraiment juste un outil qui va venir nous aider et absolument pas le remplacer. Évidemment, il y a des métiers qui peut-être vont être un peu plus influencés, mais finalement, je trouve le défi, il est plutôt dans savoir l'utiliser et savoir comment aujourd'hui l'intégrer à nos processus de travail pour pas se laisser dépasser par la technologie finalement. Donc en fait, c'est de cette manière-là que vous arrivez à dissiper les appréhensions. C'est ce que disait peut-être c'était Stephen Peters ou voilà, c'était le terme d'intelligence artificielle qui n'était pas forcément bon. On est juste sur des aspects techniques et que l'individu qui l'utilise va pouvoir développer ses connaissances et sa productivité. Donc le terme d'intelligence artificielle peut-être est nuisible et crée de l'anxiété, alors qu'au final, c'est un outil. Complètement. Et c'est comme disait le premier intervenant, Arnaud,
Arnaud Weber. Que finalement tout ça, ça vient juste d'une peur, et que quand on a peur de quelque chose, ce qu'il faut, c'est foncer, l'appréhender, et on se rend compte finalement que on en fait un peu toute une montagne pour finalement pas grand chose entre guillemets. Ça reste une grosse innovation, mais c'est vrai que du coup je commence toujours par expliquer techniquement. Alors attention, hein, je suis chef de projet en communication, donc les algorithmes, l'informatique, c'est pas mon domaine de prédilection, mais d'expliquer techniquement comment ChatGPT fonctionne, comment Midjourney fonctionne, l'IA générative fonctionne de manière globale. Et en fait, ça permet souvent, après, j'ai un peu cette réaction de ah mais ok, bah du coup let's go. Ça m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus, et tu vas m'expliquer comment ça va transformer mes tâches, quoi. Donc c'est en ça que vous avez une capacité à leur montrer qu'on peut discerner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc si vous aviez abordé ce point-là, quels sont les éléments de différenciation entre ces deux intelligences? Il y en a plein. Une intelligence humaine, elle est capable de créativité, elle est capable d'être stratégique, d'avoir des appréciations immédiates face à une situation, donc enfin une capacité de réaction. Une intelligence artificielle, encore une fois, c'est des algorithmes. Donc si je lui donne, vous parliez de fichiers Excel, de gros documents de 300 pages pour identifier pour un appel d'offres, ça, elle va être capable de le faire en quelques secondes, là où nous, on va prendre plus de temps, mais c'est juste normal. Mais par contre, si je lui demande un concept stratégique pour, je sais pas, étendre ma marque qui est aujourd'hui française à l'échelle européenne ou mondiale, ça, il y a finalement que mon cerveau humain qui va pouvoir être innovant, créatif et vraiment stratégique, et ça, faut vraiment pas l'oublier, quoi. Et en formation, alors comment vous identifiez les pénibilités dans le travail qui pouvaient être automatisées par l'intelligence artificielle? Est-ce que vous abordez point par point ou vous faites ça de manière globale? Alors du coup moi je donne des formations pour les rédacteurs et les marketeurs, donc vraiment axé communication. Et là-dessus finalement la question que je pose aussi régulièrement, c'est est-ce qu'il y a des tâches répétitives que vous faites et qui entre guillemets vous agacent, ou sur lesquelles vous voyez pas de valeur ajoutée humaine? La dernière fois, la semaine dernière, je faisais une formation et j'avais une responsable marketing qui me disait qu'elle s'occupait à la fois de la stratégie globale, des réseaux sociaux, des shootings, en fait, elle faisait absolument tout, de la rédaction SEO pour le site, et que finalement, toutes ces tâches opérationnelles ne lui dégageaient pas assez de temps pour se concentrer justement sur la stratégie globale. Et en fait, finalement, c'est quand je vois, et j'en parle souvent avec la conceptrice-rédactrice de l'agence, quand il y a, pour faire plaisir à Google, 1500 mots à écrire pour que le SEO soit bon sur notre site, où est finalement sa valeur ajoutée là-dedans? Et en fait, elle va tellement tourner pour juste atteindre cet objectif de 1500 mots qu'on y perd énormément de temps. Il y a plein de tâches comme ça. Par exemple, je fais une campagne d'emailing. J'ai plusieurs personas à qui adresser le même message. J'ai déterminé mes personas, ça c'est moi, c'est mon étude de marché. Et j'utilise ChatGPT, je lui dis écoute, voilà, ça c'est mon message, voici mes personas, fais-moi la rédaction. Et finalement, j'ai pas de valeur ajoutée humaine et intellectuelle dans ce genre de tâches. C'est vraiment les tâches répétitives, redondantes, où finalement je suis très dans l'opérationnel, et au final je suis moi-même un robot quand je fais ça. Et donc du coup, c'est dans toutes ces tâches-là, ça peut me dégager du temps pour me concentrer sur mon aspect créatif, mon aspect stratégique, et finalement le pourquoi j'ai fait des études et que j'ai le poste que j'ai aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Florine. Alors maintenant, on va écouter une personne qui est dans la voie pour suivre une formation. Christophe Petit. Lui il reste assis et courageux. Il reste debout. Moi, je m'assois. Christophe, salut. Bonjour. Christophe, tu viens de l'entreprise Rouge-Gorge. C'est bien ça. Tout le monde connaît, bien entendu. Les sous-vêtements. Voilà. Et pas lingerie. Que. La lingerie. Et on voulait avoir un peu un cas d'école en se disant pourquoi toi tu as choisi de former tes équipes et de te former chez Rouge-Gorge. Alors, la formation n'a pas encore eu lieu. Par contre, je vais vous retracer un petit peu comment ça s'est passé chez nous. Déjà, au niveau des attentes, en fait, on veut agir plus vite et voir plus loin. En fait, on rejoint vraiment ce que tu as dit, Florine. Donc, du coup, on veut gagner en efficacité, en effectivement libérant du temps sur des activités qui pourraient paraître un peu moins créatrices de valeur. On veut bosser aussi sur la personnalisation.
Il n'y a pas longtemps, on a écrit une plateforme de marque pour une nouvelle cible. Et on l'a entièrement repassé au crypte de ChatGPT, justement, pour voir si on s'éloignait pas trop de ça. Donc, l'IA nous donne aussi une bouffée d'air aussi, parce que la lingerie, c'est un univers ultra particulier. On bosse avec que des experts sur ce domaine, en fait. Et des fois, en fait, on peut manquer d'air. Et on peut louper, en fait, nos messages par rapport à la cliente qui a besoin d'un message un peu plus léger. Donc on s'en sert comme ça aussi. Et le dernier avantage qu'on y voit aussi, c'est bosser sur les profils de nos collaborateurs en fait. Donc là, je prends la parole pour Élise qui n'est pas là. En fait, on veut bosser aussi sur le professionnel, développer je ne sais plus le mot, l'employabilité, voilà, de nos collaborateurs. En bossant sur le win-win, en fait, si on leur apporte en fait ces formations, c'est aussi pour leur permettre de trouver un peu plus de sens aussi chez nous et voir que on s'intéresse vraiment aux évolutions et on veut y répondre rapidement. Alors, vous avez une particularité, comme tu le disais, on a échangé juste avant cette conférence. Il y a un petit historique chez vous particulier. Tu as répondu à pourquoi on se forme, mais quelles sont vos attentes et comment ça s'est passé chez vous dans votre service ? Alors, on a des attentes précises. Donc voilà, c'est le contexte très particulier. Donc en fait, nous, on veut bosser sur l'automatisation, sur les bots, et on veut devenir les kings de la génération de prompts, enfin de l'écriture de prompts plutôt. Donc Emmanuel Souris, en fait, donc Calligram en fait nous accompagne chez Rouge-Gorge depuis de nombreuses années sur des formations plutôt pratiques. Ça va de Excel à Illustrator, Premiere, Photoshop. Et donc de manière informelle, en fait, on a déjà beaucoup échangé avec Calligram sur l'intelligence artificielle. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de l'auto-formation chez nous. Donc avec Élise, qui est responsable développement RH, on a le même âge, millennials, on a eu Internet à 16 ans, donc on n'est pas des geeks, mais on est limite quand même. Il y a une appétence. En tout cas. Il y a une appétence sur l'innovation. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a commencé à en parler, on en parlait même en interne, mais on n'avait pas de concret derrière. En fait, on avait juste des idées. Oui, bien sûr, on voyait les avantages dès le départ, mais on n'avait pas de concret. Donc et jusqu'à un moment où on a une petite marque qui s'appelle Lean Lingerie, qui est destinée à la Gen Z et qui est aussi notre laboratoire en fait en interne. Et on a proposé d'intégrer l'intelligence artificielle dans carrément l'expérience utilisateur. Alors c'est pas forcément des avatars sur les fiches produits, mais c'est plutôt apporter des choses sur les réseaux sociaux, les emails, et pouvoir retraduire aussi l'expérience artistique, un peu, enfin stylistique des créations. Et c'est juste resté à l'état d'idées en fait dans le débat en fait. Et il s'est rien passé, sauf que quelques mois plus tard, Undies. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier, ils ont sorti leur première campagne entièrement générée par intelligence artificielle en affichage national partout. Donc on avait bien la haine. Bravo à eux, honnêtement, chapeau. Et là, on s'est dit, en fait, il faut qu'on prenne le sujet parce que on avait détecté aussi, mais on l'a pas concrétisé à temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des sessions, nous, chez Rouge-Gorge, qui s'appellent les Good Morning. Donc, c'est une fois par trimestre, en fait, tout le siège, une 60aine de personnes, on se réunit et en fait, on a une minute innovation dedans qui est basée sur le volontariat. Donc, les gens peuvent venir présenter une innovation RSE ou une innovation avec l'intelligence artificielle. Et donc, on a proposé pour ça la création du premier mannequin Curve ambassadeur de Rouge-Gorge. On a créé un compte Insta et on s'est amusé à générer. Donc à travers ça, le niveau de difficulté était quand même super élevé parce que bosser un mannequin avec toujours le même visage, il n'y avait pas encore la fonctionnalité CRF qui n'était pas encore sortie. Donc c'était toute une littérature à absorber sur le personnage récurrent. Donc première difficulté, avoir un visage. Deuxièmement, on a pris une morphologie spéciale. Donc du coup, pareil, essayer d'avoir toujours la même morpho, ça a été un peu compliqué, mais c'est pas grave, on s'est auto-formé. On devait aussi gérer les limites de mid-journée qui ne veut pas générer de lingerie. Donc il fallait passer par ChatGPT pour trouver des prompts pour pouvoir dire un sous-vêtement porté en dessous de voilà. On a vu aussi les limites, par exemple reproduire exactement le soutien-gorge
qu'on voulait reproduire, c'est mort, on va se le dire. Enfin, un soutien-gorge, c'est hyper minutieux. En plus, nous, l'ADN de notre marque, c'est toujours de mettre un petit motif, un petit détail pour faire la différence. Donc bon voilà, là-dessus on n'a pas été sur la lingerie pure, on n'a pas réussi. Par contre, on s'est dit on vend aussi du homeware, on vend des pyjamas, on vend des maillots de bain aussi qui peuvent être plutôt basiques. Bon, on s'est focusé là-dessus et en fait on s'est bien éclaté et on a présenté ça du coup en décembre, Minute Innovation. On présente le personnage et là ça a fait un déclic. Déclic principalement aussi chez nous parce qu'on est passé sur le concret. En passant sur le concret, on s'est dit bon maintenant en fait on a vraiment élargi nos chakras. Là maintenant on sait ce qu'on peut faire, on voit les potentiels. Du coup c'est pour ça que maintenant j'arrive. Donc je remercie au fait Calligram quand même parce qu'on a eu plein d'échanges informels sur ce process d'auto-formation. Et maintenant, on attend impatiemment la formation, donc avec des besoins très très précis déjà. Ça va être bien. C'est marrant parce que tu disais tout à l'heure en introduction, soit tu t'y mets, soit ton concurrent va s'y mettre. Donc c'est exactement ce que tu relates là. Et de ce que je comprends, c'est qu'il y avait cette appétence, vous êtes allé un peu explorer le terrain. Et tu penses que c'est grâce à ça que vous avez réussi à convaincre de tous vous y mettre? Ou il y avait quand même cette envie dans l'équipe qui était présente? Je pense que oui, il y a l'envie. Alors Rouge-Gorge a toujours cultivé une culture de l'innovation de toute façon, quoi qu'il se passe. Peut-être un peu plus de produits, sur l'expertise des produits, pour pouvoir toujours proposer plus en plus de produits adaptés à plus en plus de personnes et en suivant aussi l'évolution des besoins. Mais par exemple, sur les métiers de communication, finalement, c'est pas le métier de base de Rouge-Gorge. Donc du coup, c'est plutôt à nous en fait d'alerter. Mais en tout cas, l'innovation est très bien accueillie. Donc là, on a cette chance aussi de pouvoir bénéficier d'une structure qui encourage ce genre d'intervention. Et comment ça fonctionne? Alors là, tu vas nous donner votre exemple, mais c'est encore, on se le dit entre nous, on voit de quoi on parle et on est là pour en parler, mais il y a des structures, je pense à d'autres domaines où c'est pas encore un sujet vraiment. Comment, chez vous en tout cas, vous êtes allé voir les RH, vous les avez convaincus qu'il fallait vous former et donc débloquer du budget. C'est les RH qui sont venus vous voir en disant il faut peut-être vous former. Comment ça a fonctionné? En fait, j'ai la chance d'avoir le responsable développement RH avec moi sur le projet, sur le stade d'auto-formation. Donc nous, on triche un peu, en fait, j'avoue. C'est un peu facile. Donc du coup, Élise a mis en place en fait le process. Donc qui sera le suivant. Donc il va avoir une formation du CODIR aussi pour vraiment approfondir aussi ça et puis toucher la philosophie de l'IA, mais avoir des cas pratiques. Et d'un autre côté, il va avoir une formation des key users en fait qui seront détectés dans chacun de nos services. Et on détecte et ensuite il y a la formation qui sera faite auprès de ces personnes et ensuite ces personnes seront chargées de redescendre auprès de leurs équipes. Donc moi c'est ce qui se passera pour le service marque du coup. Et Emmanuel, sur cette question, est-ce que vous faites face à des entreprises qui nagent dans les plantes vertes et qui n'y voient pas du tout l'intérêt, ou vous allez prôner Oui. Je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai mon bâton de pèlerin pour expliquer que les métiers vont changer. Et ça me rappelle une époque où en 2008-2009, on expliquait aux gens que Facebook et Twitter, fallait peut-être s'y intéresser, qu'il se passait quelque chose dans la communication. Et à l'époque, on disait « Oh non, c'est pour s'envoyer des messages entre amis ». Là, on recommence un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on voit ça comme une défiance, alors on met ça sous le couvert du remplacement humain, alors que l'expertise humaine est au centre de l'IA. On met ça derrière la question de la légalité, mais on ne va pas se substituer à la Commission européenne. On l'a vu, on se pose la question. Undies a dégainé le premier sa campagne, alors qui n'était pas hyper originale, mais ils se sont payés un énorme coup de com'. Et c'est ce qui se produit à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on alerte les entreprises en leur disant c'est dans votre intérêt. Alors c'est compliqué parce qu'on prêche pour sa paroisse en tant que formateur, en disant on peut vous proposer des solutions. Donc on est partie prenante dans cette histoire, mais nous on conseille dans l'intérêt de l'entreprise. Je suis pas là pour gonfler des devis, je suis pas là pour proposer quelque chose qui ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Donc on alerte, et puis des fois, comme le soulignait Christophe, si vous n'avez pas certains raccourcis, je dirais de hiérarchie, ça met du temps parce que on se dit oui, mais peut-être est-ce que ça sert à l'équipe, et ça fait le tour de l'entreprise. Et là, ça y est, depuis septembre, on sent quelque chose se produire au niveau de la plupart des structures. Au mois de mars, effectivement, on a une accélération des financements avec l'AFDAS, notamment, avec qui on travaille régulièrement.
J'ai envie de dire, il est temps, puisqu'effectivement, il y a des pays comme les États-Unis qui ont investi lourdement dans la partie intelligence artificielle. On estime l'augmentation du PIB français dans les 10 ans de 250 à 420 milliards. Mais si on ne se fait pas piquer des parts de marché par d'autres structures, parce que quand on est quand même dans un marché ouvert qui est un marché européen, et alors en tant que frontalier encore plus, si vous n'agissez pas, la boîte belge à côté le fera peut-être à votre place. Oui, en fait, un peu en discussion de comptoir, on se disait qu'en France, on se pose déjà beaucoup de questions avant d'y aller, notamment sur l'éthique, où ça a beaucoup tourné. Est-ce qui a ralenti pas mal le fait de s'y mettre ou pas je ne sais pas si c'est quelque chose pour lequel vous faites face. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée chez Rouge-Gorge, l'éthique de l'usage ? Alors moi, j'ai souvent de collaborateurs proches. En fait, j'ai souvent des questions sur où est-ce que ça tombe. En fait, enfin, moi, je veux bien demander la stratégie pour lancer une nouvelle marque, etc. Mais ça tombe où ? Est-ce que les gens peuvent aller sur Google et retracer, en fait, retrouver ma discussion ? Donc là, ça fait partie aussi de notre taf, en fait, de préciser que c'est pas forcément ça. Mais il y a de la peur. Clairement, il y a de la peur. On va essayer d'aborder peut-être un point que vous vouliez approfondir par rapport au levier de financement. Oui, parce que je voulais rebondir. Effectivement, quand on me posait la question, en fait, comment on fait pour accompagner, et je vous entendais. Effectivement, là, il y a un architecte, en fait, de formation. Hein. On a un ingénieur formation, on a un organisme de formation. Mais parfois, effectivement, ça va tellement vite on n'a pas forcément le temps de travailler sur cette ingénierie, etc. Qu'il y a aussi aujourd'hui quand même la reconnaissance de la formation en situation de travail et la formation interne. Voilà, je dirais, on a une certaine souplesse quand même pour prendre en charge en fait cette typologie de formation, que ce soit directement par vos salariés, par vos propres salariés, et puis voilà, qu'on va peut-être accompagner en fait un petit peu sur l'architecture en fait pédagogique, sur l'ingénierie pédagogique, sur le côté aussi transmettre, travailler en fait sur des jeux pédagogiques, etc. Mais voilà, tout ce temps, en tout cas aujourd'hui, peut aussi entre guillemets être compensé dans une certaine mesure par des niveaux de prise en charge, en fait, par des prises en charge en fait aussi pour nous. Et aussi sur la partie peut-être effectivement ingénierie, on a aussi nous au niveau de l'AFDAS des possibilités en fait avec ce qu'on appelle une chefferie de projet. On met ça à chaque fois. Effectivement, quand il y a un enjeu de branche en fait qui devient en fait structurel, on a aussi cette possibilité, soit pour une entreprise, plusieurs entreprises, un groupe, que ce soit en territoire ou que ce soit en fait complètement national, la possibilité effectivement d'accompagner en fait avec des ingénieurs formation, voilà, tout type de projet, tout nouveau type de projet, que ce soit avec un organisme ou même sans organisme. Et on reconnaît effectivement toute cette volonté, tout cet accompagnement en fait de l'entreprise qui connaît très très bien effectivement ces problématiques pour lesquelles effectivement on a besoin de travailler en fait sur les compétences et être là à vos côtés sur ce type de sujet. Juste pour préciser en fait de façon un peu précise sur les formations, comme je disais, qu'il y a un coup d'accélérateur énorme en fait sur les formations liées à l'IA. 25% des formations en fait aujourd'hui autour en fait des technologies sont liées à l'IA générative. On parlait en fait aussi toutes ces questions technologiques certes, mais aussi toute la partie effectivement liée à la création, au droit, au juridique. Effectivement, ça fait partie en fait des tendances en fait fortes. L'une des premières tendances qu'on commence à avoir là sur 2024, c'est aussi autour justement les cybermenaces en fait et l'IA, etc. On parlait qu'on avait peur de tout ça, donc on a toute une offre autour de la cybersécurité. Mais effectivement, là aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger autour de IA et cybersécurité, cybermenaces. Donc c'est voilà une des tendances en fait aussi qu'on voit. Et voilà pour 15%, allez, en gros, c'est aussi beaucoup de formations en fait autour de l'art du prompt en fait. Tout ce qui va être voilà comment bien parler à son IA et travailler en fait pour une optimisation. Et dans les métiers émergents en fait qu'on voit, on a ce qu'on appelle les prompt engineers aujourd'hui. Voilà, ces ingénieurs de requête en fait qui vont justement en fait accompagner à optimiser ce que tu disais en fait tout à l'heure en fait l'hybridation entre les compétences humaines et les compétences en fait numériques qui justement en fait va amener en tout cas à travailler sur ce type de nouveaux postes. Et effectivement, il y a certains postes en fait où on se pose pas mal de questions en fait aujourd'hui, où effectivement on est en train de travailler justement cette dimension en fait de faire évoluer les compétences vers plus de conseils. Et ça c'est quelque chose en fait qui est central en fait aujourd'hui dans la mutation du secteur économique qu'on accompagne. Quand je vous écoute, à la fois les speakers de la première session, j'ai l'impression en fait que la question va s'adresser à Emmanuel, que
une des formations les plus importantes, c'est comment se préparer à une innovation permanente, à la culture digitale et savoir peut-être être en mesure de chercher l'information, d'essayer de comprendre soi-même les outils plutôt que de former sur les outils même. Je pense qu'on est heureusement une génération qui avons évolué avec Internet et qui avons cette culture permanente. Donc, je pense qu'on est tous connectés on voit des choses sur Instagram, on voit des choses sur Twitter, on voit des choses sur LinkedIn. Donc ça nous aide à rester à jour quand même très régulièrement. Je pense que c'est ça aussi qui permet de prendre un peu du recul parce qu'effectivement, Monsieur Peters l'a annoncé tout à l'heure, il y a des effets d'annonce tous les jours. À nous de faire le tri aussi derrière. Et ça passe aussi par une expertise et une connaissance des outils qu'on pratique. Alors un jour c'est ChatGPT, un jour c'est Claude, un jour c'est Mistral. À nous de faire le tri aussi pour amener le bon conseil aux entreprises. Je sais qu'on a longtemps débattu avec Laurie autour des formations d'intelligence artificielle en vidéo. Il y avait un moment, Laurie était très proactive et me disait il faut qu'on lance. Et j'avais toujours un petit propos qui consistait à dire mais là le workflow est trop complexe à appliquer dans une entreprise. Les outils sont en train de se simplifier. On a OpenAI qui a annoncé Sora qui risque d'être assez fort si les vidéos sont, en tout cas, ce qu'on produira est à la hauteur des vidéos qu'ils nous proposent. Mais bien évidemment, il y a aussi cette réflexion à avoir de est-ce qu'on peut le mettre en pratique ? Parce que derrière l'effet d'annonce, il y a toute une chaîne de travail à respecter, il y a une hiérarchie à respecter, il y a des questions légales à respecter. Donc à nous aussi d'amener correctement le bon conseil auprès des structures pour leur dire voilà, ça c'est pertinent pour vous, ça on le met de côté ou peut-être qu'il faut attendre parce que c'est dur à dire, mais pour un organisme de formation, des fois on leur dit attendez peut-être un peu, il va se passer quelque chose. Bon, et puis des fois on le découvre le matin, le jour de la formation, ah tiens tu as vu il y a une nouvelle commande, eh bien il faut en tenir compte et à nous de tirer le meilleur parti de ça le jour J. Merci Emmanuel. Alors moi j'ai une question assez précise. Quand on est formateur, comment on se forme ? Florine. Très clairement, beaucoup de soirées, de nuits, de week-ends, comme disait Laurie tout à l'heure. Non, c'est en fait le truc est sorti, 3.5 est sorti et à l'agence on a un peu été toutes les deux en ébullition intellectuelle, en mode il faut choper ça et juste de la curiosité. Et donc c'est en vrai beaucoup pour ma part en tout cas ça a été beaucoup par les Américains. Qui était du coup avait une petite longueur d'avance donc sur YouTube, sur les réseaux, sur X, via des publications, des articles de blog et c'est beaucoup au début de bidouillage, de tests, jusqu'à un moment trouver un truc qui marche, le tester et l'appliquer après comme process de travail mais en vrai, c'est beaucoup de tests et il y a pas encore, on en parlait avec des amis. Si demain ils sortent l'IA pour les nuls et comme tu disais Emmanuel, dans 2 semaines le truc est obsolète. Donc en fait, c'est juste se tenir au courant tout le temps, être en veille constante sur les dernières innovations qui sortent. Et c'est vrai que du coup, en tant que formatrice, ça veut dire que on peut faire une formation ensemble. Le mois d'après, je donnerai dans le plan la même formation, mais les contenus seront complètement différents. Limite, je refais mes contenus tout le temps et c'est des contenus uniques à chaque nouveau groupe, quoi. Et votre veille, vous la faites à destination de votre cible que sont les communicants ou vous faites une veille beaucoup plus générale ? Alors je le fais plus de manière domaine de la communication et du marketing. Après, j'approfondis moins, mais je surveille les innovations dans d'autres domaines. Je vois, il y a des IA maintenant spécifiques dans le codage ou des choses comme ça, parce que je sais que finalement tout se regroupe et une innovation dans un domaine peut venir à un moment impacter mon domaine. Donc forcément, je vais un peu moins creuser parce que c'est pas ma spécialité et j'ai pas forcément les connaissances de base, mais de manière globale, veille globale, disons. Moi, j'ai une question. Quand on est dans un service com, souvent on se tourne pas trop les pouces. On a la tête dans le guidon, comme on dit, et on entend parler de l'IA. Comment, déjà, dans un premier temps, on se dit, OK, j'ai conscience qu'on doit s'y mettre dans le service, mais je sais pas du tout
quel gain de productivité on peut avoir. Alors je vois bien toutes les choses qui sont de l'ordre du général, du Midjourney, du ChatGPT, ce genre de choses, mais peut-être que je peux automatiser des tâches qui sont, je sais pas moi, on parlait quand on préparait de rédaction de fiches de produits ou des choses comme ça. Comment on fait, d'une part, pour savoir auprès de qui, est-ce que c'est l'AFDAS, est-ce que c'est un organisme de formation, pour avoir une première analyse de ce que tu as fait. Tu as défriché le terrain parce que tu avais cette chance de déjà travailler avec Emmanuel. Mais quand je suis comme ça responsable d'un service, je me dis ok, il faut que je m'y mette. Je contacte qui et qui m'aide globalement à faire une analyse parce que peut-être que là où moi j'imagine des choses, c'est peut-être pas là où je vais gagner le plus de temps. Bien, je vous dirais que ça peut dépendre. Ça peut être un organisme de formation en direct ou ça peut être directement votre OPCO, effectivement, puisque l'AFDAS, c'est aussi force de proposition. On a la chance de travailler avec l'AFDAS depuis de nombreuses années et j'avoue que, par exemple, en ce début d'année, on a des clients qui sont apparus parce qu'on avait été identifiés comme en capacité à répondre à des problématiques. Donc, on a des clients qui ensuite nous contactent, on leur fait un devis, bien évidemment, ça reste contractuel, ça veut décider ou non de travailler avec nous. Mais c'est vrai que si, par exemple, vous ne savez pas de quel point partir, c'est un peu compliqué puisque de façon globale, la formation en France a quand même un écueil. Hein. C'est pas juste à l'IA, c'est de façon générale. Tout le monde blague autour du CPF. Donc on va pas se mentir, la formation n'a pas forcément bonne réputation. Donc quand vous avez un bon prestataire, les gens ont tendance à s'y tenir parce que voilà, c'est l'occasion. Si vous n'avez pas de prestataire, l'OPCO peut être une première porte d'entrée. Et après, moi, je recommande toujours aux clients, quand ils tombent sur un organisme de formation, de regarder les avis en ligne, de confronter ce qu'ils peuvent trouver, parce que le nombre d'organismes de formation qui vont se dire à Lille et qui sont à Nantes et vous vont proposer une formation à distance, ils sont très nombreux. L'État essaye de juguler un peu ça, mais c'est très compliqué. Donc effectivement, ça va souvent être du réseau. Même LinkedIn est quand même une bonne porte d'entrée là-dedans. Mais effectivement, l'OPCO est toujours un point de référence. Après, allez, je vais brosser un peu l'AFDAS dans le sens du poil. Tous les OPCO ne se valent pas, soyons clairs. L'AFDAS fait partie des OPCO avec qui il est facile de travailler. Et je pense que pour le coup, dans le domaine de la communication, du marketing, ils font le boulot. On parlait des artistes-auteurs, des journalistes indépendants. Très sincèrement, il y a des aides qui sont vraiment intéressantes. Donc je vous dirais, si vous êtes perdu, vous pouvez vous appuyer sur votre conseiller OPCO dans un premier temps. Et puis après, Internet, quand vous jetez votre dévolution à un organisme de formation, s'il vous plaît, confrontez au maximum les avis que vous allez trouver sur Internet parce que c'est un indicateur et c'est très important de le faire. Et même dans les conditions générales de vente ou les petites lignes, vous savez, du site Internet, si vous ne trouvez pas les informations ou en tout cas une personne ou un nom, c'est rarement pour signe. Merci parce que je pense qu'il y a pas mal encore d'entreprises qui sont dans ce cas-là en se disant c'est un peu nébuleux, comment je fais. Merci. Alors, la table ronde va bientôt arriver à son terme, mais juste avant, je voudrais que chacun d'entre vous puissiez soit ajouter un point, un dernier conseil, une anecdote, un exemple, un message que vous voulez faire passer. Je vais commencer par Christophe. J'avais pas mis dans la petite fiche. Non, mais enfin, moi, je reste convaincu que. Alors, j'ai peut-être parlé de l'émotion dont je t'avais parlé. La dernière fois où j'étais vraiment, j'ai ressenti le fait d'avoir une vraie porte qui s'ouvrait. C'était, je vous parlais des 16 ans quand Internet est arrivé. En fait, cette émotion-là, je la revis maintenant. En fait, je me rends compte que là, on a de moins en moins de limites à pouvoir faire notre taf et toutes les tâches qui sont un peu plus chiantes, on va peut-être pouvoir se libérer en fait l'esprit et puis pouvoir se professionnaliser encore plus. Donc du coup, moi en tout cas, je parlerai plutôt là-dessus. Je pense qu'il y a un énorme potentiel et il est vraiment, je pense qu'il est temps qu'on se l'approprie tous. Merci. Marilyn, un dernier conseil, un message que vous voulez transmettre, profitez. On parlait effectivement, merci. Le conseil en fait est gratuit. On a une petite équipe en fait au niveau régional et comme je vous disais en fait on a aussi nos experts, nos chefs de projet et puis effectivement on fait intervenir des organismes de formation, des consultants, des experts. Et je dirais que des fois voilà quand on a besoin en fait de tirer le bout de la ficelle de cette pelote de laine et tout, peut-être que des fois on a besoin juste de quelqu'un qui puisse vous écouter. On part souvent l'idée de chez nous c'est quand même partir du besoin et en fonction de ça
on essaye justement de trouver en fait le meilleur chemin pour vous accompagner et effectivement faire appel aux compétences expertes. Et je pense qu'en fait, effectivement, que ce soit en fait en région de France ou sur toute la France, on a quand même une équipe en fait de conseillers emploi formation, soit dédiés en fait sur des parcours individuels, soit dédiés en fait sur les entreprises. Et voilà, il y a toujours un bon accueil en fait par rapport à ça. Et le but du jeu quand même, c'est vous aider. On n'est pas une entreprise à but lucratif. On a une délégation de service public. On travaille pour les branches professionnelles. Donc effectivement, s'il y a besoin d'y voir un petit peu plus clair, et on fera appel effectivement à vous en l'occurrence et à d'autres. Voilà. Merci Marilyn. Alors Florine, un petit mot de conclusion. Je vais te rejoindre sur le côté émotion. Vraiment, il faut le voir comme une innovation qui, oui, d'accord, bouleverse un petit peu nos manières de faire, mais qui sont finalement, quand on prend un peu de recul, hyper stimulantes. Et l'auto-formation, c'est bien pour mettre un premier pied dedans, mais c'est vrai que on peut vite être confronté, et les intervenants en parlaient, à des résultats qui peuvent du coup nous paraître médiocres, et on remet un peu en question pourquoi on en fait un peu tout un film. Mais du coup, pour ça, je vous encourage vraiment à vous former, voilà, à appeler Emmanuel et à voir ensemble comment on peut finalement, en fonction de vos besoins, de vos métiers, comment finalement ça peut vous aider, vous accompagner et vous donner plus de temps et tout ça. Vous former pour ne pas avoir peur. Emmanuel, dernier petit mot, conseil, anecdote. Il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est ne pensez pas que l'intelligence artificielle va vous remplacer. Votre expertise, elle est importante. L'humain reste central. Monsieur Peters l'a dit tout à l'heure, on vous donne l'impression que vous communiquez avec quelqu'un, ce n'est pas vrai. Les IA ont besoin de vous pour les guider. Ça ne remplace personne, si ce n'est peut-être les tâches à moindre valeur. Mais il est important de guider l'IA, de lui amener du contexte, et c'est votre expertise. Et j'insiste depuis 1 an et demi auprès de tous nos clients en disant « Mais non, mais vous ne serez pas remplacé. C'est juste une accélération de processus et de productivité. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est pour vous aider à aller plus vite. Mais l'expérience d'un responsable com, l'expérience d'une chef de projet, moi, je ne l'ai pas. L'IA peut m'aider, mais je ne serai pas capable d'analyser les choses de la même manière que Florine ou Christophe qui connaissent mieux leur marque. Et c'est en ça que l'IA, elle est importante. Elle vous aide à aller plus vite, mais votre cœur de métier, personne ne vous le prend. Merci Emmanuel. Alors si jamais vous avez des questions, repérez leur visage, vous sauterez dessus à l'issue de la conférence. Alors moi je voudrais remercier Florine Dupont, Marilyn Dumez, Christophe Petit, Emmanuel Poteau et ma co-animatrice Coraline Patrice. Merci Frédéric, merci à toutes et à tous. Je vois aussi que les personnes de la première séquence sont là. N'hésitez surtout pas à aller échanger. C'est en échangeant et en parlant qu'on rompt des peurs. Merci beaucoup. Donc je pense que vous pouvez les applaudir. Merci de votre présence.